Alors voilà. Donc, pourquoi parler des conjonctivites? Eh ben, parce que c'est un symptôme qui est très fréquent, c'est une maladie qui est très fréquente. Beaucoup de tableaux. On parle d'une population jeune, ce sont les enfants. On a énormément de formes particulières. On va essayer d'en voir quelques-unes. C'est une maladie qui peut être chronique, donc il peut y avoir un retentissement sur la scolarité de l'enfant, ses rapports avec les autres. Il peut être empêché de faire du sport. Il peut avoir un retentissement sur son développement staturopondéral à cause des traitements qu'il prend. Et il y a aussi ce phénomène d'automédication. Il existe sur le marché des médicaments qui sont très puissants. Et donc, du coup, là, ces médicaments, ils peuvent avoir, essentiellement les corticoïdes, un retentissement sur le poids, la taille ou la survenue de certaines complications. Alors, voilà. Les traitements peuvent être astreignants et donc on a certaines complications. Qu'est-ce qu'un syndrome conjonctival? Alors là, ce que vous voyez sur la plaque, c'est ce qui est commun à toutes les conjonctivites, quelle que soit l'étiologie. Conjonctivite allergique, conjonctivite infectieuse, les formes particulières, le syndrome sec, on va avoir à peu près les mêmes symptômes. Premier symptôme, c'est la rougeur, c'est un truc qui est classique. Normalement, la conjonctive, elle est rose et dans le cas de conjonctivite, elle va être bien rouge, injectée de sang. Donc, ça, c'est ce que vous voyez ici. Le larmoiement, c'est un symptôme qui est banal. C'est un enfant qui va avoir toujours des larmes. En dehors c'est pas un chagrin, hein. Là, c'est la maman, elle va vous dire, il a les yeux qui larmoient, il regarde l'écran, il a les yeux qui larmoient, il fait un peu ses devoirs, il a les yeux qui larmoient. Le prurite, c'est un signe très important à rechercher. Le chémosis, qui est l'œdème de la conjonctive, peut avoir un œdème au niveau des paupières, et puis on peut avoir des sécrétions. Alors, les sécrétions, c'est important de les regarder. Vous pouvez avoir des sécrétions qui sont purulentes, vous pouvez avoir des sécrétions qui sont filantes, des sécrétions mousseuses, pardon. Et donc, en fonction du type de sécrétion, on va être orienté vers une pathologie. Alors, cas clinique numéro un. Alors, nous avons un enfant de 7 ans qui est ramené par sa maman en consultation pour une rougeur avec un larmoiement qui sont apparus depuis 48 heures après une randonnée en forêt. Réflexe, la maman a lavé les yeux, pardon, hein, avec du sérum physiologique, mais quand elle a vu que les symptômes persistaient, elle a préféré consulter. Voilà l'aspect de l'enfant. Alors, quand vous recevez un enfant pareil, vous avez le diagnostic déjà à l'inspection. Vous regardez l'enfant et vous pouvez déjà savoir à peu près à quelle pathologie vous vous attendez. Tu as déjà une réponse Voilà, de on a chaque. déjà à peu près une réponse. Donc, on regarde ici. On a des petites Tu- sécrétions, mais qui sont claires. On a un œdème des paupières des deux côtés. On a un œdème de la conjonctive des deux côtés et une rougeur qui est plus marquée à l'œil droit, mais les deux yeux sont rouges. Et si vous regardez, on a un aspect brillant. C'est comme si les yeux yuburgo. Donc, du coup, c'est un larmoiement permanent. On a un petit film lacrymal au-dessus des yeux. Et donc là, on va se poser la question, on va se dire, qu'est-ce qu'il faut rechercher avec la maman? Quelles sont les questions qu'on peut lui poser? Les questions, on a déjà une partie dans l'introduction, et on va rechercher certaines choses à l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va poser la question à ce qu'il n'a pas eu un traumatisme. C'est un enfant qui était en randonnée, c'est Basnine. Donc l'enfant, il va s'amuser à toucher à tout, il va sauter, il va courir, il est peut-être tombé, il a eu peut-être, il a reçu quelque chose dans l'œil, il a peut-être pas fait attention, il a levé la tête brutalement, il a reçu une petite branche dans l'œil. Donc, Hedou, c'est les questions qu'on va poser à la maman et qui vont normalement nous orienter vers quelque chose. Donc, on va rechercher un traumatisme. Toujours, 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 pensez au traumatisme quand vous regardez un enfant qui vient, quel que soit le symptôme. Deuxième, est-ce qu'il a manipulé avec ses mains de la terre? Est-ce qu'il a essayé de cueillir un champignon? De prendre, par exemple, des plantes. Là, vous avez, en général, les enfants, ils n'ont pas la tendance à se laver les mains. Donc, on va se mettre en tête qu'il a peut-être touché quelque chose et qu'il a transféré ce qu'il a touché avec ses mains dans ses yeux. Ensuite, vous allez rechercher cette notion de prurine. Est-ce que cet enfant se frotte les yeux depuis 48 heures?
Vraiment désolée, hein. J'ai un chat dans la gorge et ça Tu peux passe. pas prendre de l'eau, que ça y est. Non, non, attendez, je vais voir. Voilà, alors on continue toujours avec cet enfant. Quel est le premier geste à faire? Réflexe que vous devez avoir systématiquement Et quand ne vous donne pas de examinez l'œil. réponse. Ne donne pas de réponse. Non, non, j'ai pas encore donné la réponse. Allez, je suis en train de laisser le temps pour qu'il réfléchisse. Voilà. Non, Quel est est-ce le que vous premier arrivez geste? à lire le chat? Ouais, je le vois, le chat. Oui, il est en Ah, face. là, Je c'est l'ai. même. D'accord. Donc voilà, je vous laisse le temps de répondre. Quand vous recevez un enfant ou là même un adulte qui vient avec un œil rouge et que vous n'avez pas encore de détails sur ce qu'il a, il y a un geste systématique à faire qui est très simple et qu'on peut faire n'importe où, quel que soit l'endroit où on est et qui ne nécessite pas d'être spécialement ophtalmo ou quelque chose comme ça. Alors, à votre avis, quel serait ce geste qu'on pourrait faire? Alors là, déjà, on a une petite réponse qui est très bien. On a cherché un corps étranger. Voilà, relever la paupière. Excellent. Et c'est ce geste-là qu'on va rechercher. C'est ce qu'on appelle l'éversion de la paupière. C'est-à-dire que vous allez vers les cils de la paupière et vous retournez la paupière. Alors normalement, on jouait à retourner les paupières quand on était petit pour se faire peur en classe. Donc c'est un geste qu'on doit continuer à utiliser à l'âge adulte. Et c'est très important parce que, comme vous êtes en train de répondre, c'est un enfant qui était en randonnée. Peut-être qu'il a reçu quelque chose dans l'œil, il n'a pas fait attention, et cette petite poussière, elle est restée incrustée sous la paupière. Vous relevez la paupière comme ça, vous faites ce qu'on appelle inversion de la paupière et automatiquement, vous allez pouvoir inspecter votre paupière et donc rechercher un corps étranger qui serait resté collé sous la paupière, mais regardez aussi votre conjonctive. Vous venez, vous mettez votre torche, la torche du téléphone suffit largement, et vous allez inspecter votre conjonctive. Est-ce qu'il y a des petits points jaunes qui correspondent aux follicules ou bien il y aurait des points roses brillants qui correspondent aux papilles. Si vous regardez cette photo, vous allez voir qu'il y a deux couleurs. Une couleur plus foncée en haut et une couleur un peu plus claire en bas. Là où c'est foncé, surtout vers le nez, c'est les papilles parce que ce sont un amas de cellules inflammatoires. Et donc là, tout ce qui est rose bien foncé, c'est ce qu'on appelle les papilles. Donc, on a fait les versions des paupières. Donc, chez cet enfant-là, il n'y a pas de corps étranger. Il n'y a rien en faveur d'un traumatisme. On va continuer. Il n'y a pas de follicules. Les follicules orientent vers une infection. Les papilles orientent plutôt vers une allergie ou là, une atteinte virale. Je continue et je vais inspecter le visage. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, vous allez voir son visage dans la globalité. C'est un enfant qui a fait une randonnée. Peut-être qu'il s'est ulcéré avec une branche d'arbre. Il a été mordu, il a été piqué par un insecte. Donc, je vais le rechercher des vésicules, des ulcérations, un eczéma. Et tout à l'heure, sur la photo, on avait vu les sécrétions. Donc, on retient sécrétions infectieuses, elles sont purulentes. Les sécrétions en faveur de l'allergie, elles sont claires. Alors, on continue, toujours avec le même enfant. Il se plaint d'un prurite très intense. Donc, là, on a posé les questions à la maman, elle est en train de répondre. Il a un prurite très intense, des sécrétions claires le matin, au coin de l'œil, qui sont présentes donc le matin et en fin de journée. Donc là, je vais vous dire une question. Est-ce que c'est important de savoir que les sécrétions, elles sont présentes le matin et en fin de journée et pas toute la journée? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Oui, parce que si vous avez des sécrétions qui réapparaissent à chaque fois que vous les essuyez, quelle serait la différence avec des sécrétions que vous retrouvez juste le matin, c'est tout? Après, pendant toute la journée, l'enfant, il est tranquille. Et quand arrive la fin de journée, par exemple après l'école, les cours, le téléphone, il joue un peu avec le téléphone, les sécrétions, elles réapparaissent. Alors voilà, quand vous avez des sécrétions qui réapparaissent spontanément, même si vous les essuyez, ça, c'est infectieux. Parce que là, les sécrétions, elles correspondent à la dégradation des macrophages. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun lien avec le temps. C'est permanent toute la journée. Maintenant, si vous avez des sécrétions qui n'apparaissent que le matin,
et pendant la journée, tout va bien, c'est plutôt en faveur de l'allergie. Donc, عند l'enfant, il n'y a pas de corps étranger, tranquille. Quel serait votre diagnostic? Donc, un enfant, 7 ans, prurite intense, rougeur, larmoiement, sécrétion claire qui apparaissent le matin, éversant de la paupière, retrouve un examen normal, pas de corps étranger, pas de traumatisme. Donc, qu'est-ce qu'on retiendrait comme diagnostic? Voilà, très bien. Ce serait la conjonctivite allergique, absolument. Et donc là, c'est une conjonctivite allergique. Et moi, j'ai rajouté saisonnière. Donc, pourquoi j'ai rajouté saisonnière? Alors, avec les éléments qu'on a, c'est quand même difficile de dire si c'est une conjonctivite allergique saisonnière ou la pérannuelle. Mais on va se dire que Madame la maman, elle l'a ramené, c'est qu'il n'a pas l'habitude d'avoir ces symptômes tout le temps. Sinon, elle ne se serait pas inquiétée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, le fait qu'il ait fait de l'allergie juste après une randonnée. C'est-à-dire que probablement il y avait un allergène dans l'air, soit par exemple, au niveau de la région d'Annaba, Annaba elle est entourée de deux montagnes, Lidour et Seraïdi, et on a énormément d'eucalyptus, qui est très pourvoyeur d'allergies. Donc là, ce serait probablement une conjonctivite allergique saisonnière et dont l'allergène était disponible, était dans l'air ou là dans le sol au moment de la randonnée. Alors, on continue. Quel serait maintenant le traitement que vous allez proposer à cet enfant? Et vous prenez en compte tout. Le fait que la maman ait fait les lavages au sérum et que ça n'ait rien donné. Le fait qu'il ait 7 ans, qu'il soit scolarisé. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé comme traitement? Alors, c'est très bien de dire qu'il y a énormément de conjonctivite allergique saisonnière au Sahara. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, le climat qu'on a au nord est différent du climat qu'il y a au sud. Le climat au nord, ça va être plutôt un climat qui est humide, même s'il est chaud, alors que le climat du sud, ça va être un climat sec. Et donc, vous allez être exposé en plus de l'allergie, vous allez retrouver aussi un certain degré de sécheresse oculaire et avec des symptômes qui se rapprochent. Donc, vous aurez énormément de conjonctivite saisonnière qui se développe à un moment donné pendant l'année. Les malades, ils connaissent leurs allergènes, ils connaissent les saisons, donc le moment où l'allergène va déclencher l'allergie, mais n'oubliez pas qu'il y a probablement une composante syndrome sec en même temps. Alors voilà, vous avez à peu près tous donné l'essentiel du traitement. On commencera par le lavage des mains. C'est très important d'avoir une bonne hygiène. Premièrement, vous allez éviter la surinfection. Ça, c'est très important. Je démarre avec une conjonctivite allergique qui est censée être bénigne. Imaginez qu'en plus, vous vous retrouvez avec une surinfection bactérienne. Vous allez être obligé de mettre le malade sous antibiotiques. Donc, ça a un coût et ça a en plus un impact sur la surface oculaire. Donc, dès que je touche mon allergène, je dois me laver les mains. J'ai un chat à la maison, mes enfants sont allergiques au chat, je lave mes mains, je leur lave les mains à chaque fois qu'ils touchent le chat. Ensuite, vous allez laver le visage. Alors, là, on est en ophtalmo, donc il y a une barrière naturelle qui est la cornée. Vous avez un allergène, il peut être donc volatile, il vient à travers l'air, et il peut être manuporté. De toutes les façons, pour qu'il y ait une réaction allergique, l'allergène, il vient, il va aller sur le mastocyte et entraîner une dégranulation des mastocytes et ensuite une libération de l'histamine. Et c'est l'histamine qui va provoquer la rougeur oculaire, le larmoiement, le prurite, etc. Si je dilue la concentration d'allergènes, eh ben, j'aurai moins de mastocytes dégranulés. Donc, quand vous sentez que vos yeux commencent à frotter, c'est une sorte d'éducation thérapeutique. Vous expliquez à vos patients qu'en général, il va rester allergique toute sa vie. Il sait que son allergie se déclenche en mois de mars-avril, quand il s'approche, par exemple, quand il utilise un pull en laine et il utilise une couverture au lieu d'une couette. Donc, dès qu'il commence à ressentir les symptômes de l'allergie, qu'est-ce qu'il fait? Et il se lave le visage à l'eau froide, l'eau du robinet normale, ça abondamment. Dès qu'on va se laver le visage, on va diluer l'allergène et on aura une diminution très importante. Ça soulage énormément le patient et donc ça diminue la réaction allergique. Vous pouvez donner des antihistaminiques topiques. Donc, vous en avez nommé certains. Je vous donne les autres. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je déclare que j'ai aucun conflit d'intérêt avec le laboratoire. Je vais juste vous donner une petite information. Les collyres que vous administrez, ce sont des collyres conservés.
ils ont des conservateurs. Le plus important, c'est le benzalkonium, le BAK, le BAC. Ce benzalkonium, il est responsable d'une apoptose des cellules cornéennes quand il est utilisé au long. Donc, si vous avez les moyens, les possibilités d'utiliser des antihistaminiques sans conservateur, c'est l'idéal. Ça va dépendre du coût du produit, est-ce que le patient est assuré ou non, et puis de la disponibilité du produit sur le marché. Actuellement sur le marché, vous avez des produits qui sont sans conservateur, qui mènent à BAC, et vous en avez certains qui sont conservés. Donc, si c'est un traitement de courte durée, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez utiliser les traitements avec conservateur. Mais l'idéal, quand vous utilisez un médicament, c'est d'utiliser des collyres sans conservateur. D'une durée de vie de combien? Alors, quand vous utilisez les flacons, aujourd'hui, la plupart des flacons, une fois ouverts, il reste un mois. Et un traitement d'allergie, sauf si c'est une allergie ponctuelle, momentanée, c'est un minimum de 3 mois. Donc, vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun effet secondaire en dehors de l'effet du conservateur. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Le passage systémique, il est très minime. Donc, en général, on a quand même une sécurité. Par rapport à l'âge à partir duquel on peut donner un antihistaminique. Alors là, il faut savoir que normalement, il n'y a pas d'allergie avant l'âge de 1 an. C'est à cause du système immunitaire. La plupart des études, si on ne va pas dire pour tous les produits pharmaceutiques, on n'a pas le droit de tester un produit sur un enfant de moins de 2 ans. Donc, vous n'allez trouver aucune étude qui va vous dire tel ou tel produit a l'AMM chez l'enfant. Tous les produits sont utilisés hors AMM. Nous, en tout cas, en pratique courante, on utilise tous les antihistaminiques, quel que soit l'âge de l'enfant. Il n'y a pas d'âge précis. Si vous êtes vraiment face à une allergie importante et que vous confirmez votre diagnostic, vous pouvez utiliser. La seule chose, c'est que chez un petit enfant, par exemple de 1 an à 18 mois, 1 semaine à 10 jours, c'est suffisant. Il faut surtout rechercher l'agent qui a déclenché l'allergène. Un petit enfant n'est pas censé être en contact avec un allergène. C'est pas lui qui se lave les mains, c'est pas lui qui se lave le visage. Donc là, il faut éduquer les parents pour éviter la sensibilisation. Alors, on continue. 6 réactions aiguës et intenses. Maintenant, il pour comme un enfant, l'œdème est très important, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Le chémosis, il est très important. Il se plaint même d'une sorte de douleur. C'est plus une gêne qu'une douleur. Donc là, vous pouvez donner une corticothérapie en courte durée en faisant très attention à 2 choses. La première des choses, c'est l'automédication. Comme les corticoïdes sont très efficaces, l'enfant va être soulagé en 4 heures. Les parents vont être heureux. La prochaine fois qu'il fera une conjonctivite allergique, c'est normal. À la prochaine poussée, ils vont aller acheter spontanément le corticoïde. Le corticoïde, il coûte pas cher. Ils sont disponibles sur le marché. Il y a énormément de génériques. On a une panoplie et une bonne dizaine de produits. Et donc, c'est plus facile d'aller acheter le corticoïde dans la pharmacie du coin que d'aller encore faire la consultation, rater une journée de travail, attendre son tour dans la salle d'attente, etc., etc. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'évite au maximum d'utiliser les corticoïdes, sauf quand le tableau le nécessite. Et je fais peur, hein, je fais peur aux patients. Je leur dis, voilà, si vous utilisez ce corticoïde plus de 2 fois par an, il aura une cataracte. Je dis pas, il aura peut-être une cataracte, hein. Je leur dis, il aura une cataracte. Parce qu'on a quand même pas mal d'enfants qui finissent avec un glaucome cortisonique. Et si on peut opérer quand même la cataracte et mettre un implant, le glaucome, ça reste quelque chose dont la prise en charge est très, très, très difficile, surtout chez les enfants. Donc ça, c'était la première des choses par rapport aux corticoïdes. Le deuxième point par rapport aux corticoïdes, il faut être sûr que c'est une allergie, d'accord? Et pas autre chose. Si vous avez un doute sur la tête cornéenne, ne donnez pas de corticoïdes. Vous allez me dire, je suis dans un EPSP ou un EPH loin d'un ophtalmo, comment je peux être sûr que ma cornée est intacte? Très simple. Toute atteinte cornéenne entraîne une photophobie. Si l'enfant a une photophobie, vous vous arrêtez, vous suspectez une atteinte cornéenne. S'il a un blépharospasme, vous suspectez une atteinte cornéenne. Il vous dit, mais tout ça, c'est en faveur d'une atteinte cornéenne. Une baisse de l'acuité visuelle. La conjonctivite allergique n'entraîne pas de baisse de l'acuité. S'il y a une baisse de l'acuité, c'est qu'il y a une complication cornéenne. Vous mettez votre torche. Si la cornée n'est pas transparente, luisante, on s'arrête. C'est peut-être aussi une atteinte cornéenne. Alors, la durée, vous mettrez une courte durée, 3 à 5 jours maximum. La posologie des corticoïdes, ce sera une goutte
euh, 3 fois par jour, c'est largement suffisant. Par contre, ce serait bien de rajouter un antihistaminique féroce. Moi, c'est ce que je fais pour éviter les corticoïdes. Je donne de l'alertine, du Telfast, ce que vous avez sous la main, hein, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'aime bien l'alertine. Il donne d'excellents résultats pour la conjonctivite allergique. Et ça vous permettra, en même temps, chez un enfant qui a peut-être un terrain d'atopie, qui a une rhinite, ou bien qui a l'habitude de faire, je sais pas, un terrain comme un asthme. Donc là, vous aurez un traitement qui va cibler tous les organes en même temps et vous diminuer la quantité de médicaments. Maintenant, pensez systématiquement à rajouter un mouillon. À quoi va servir le mouillon? Eh bien, le mouillon, il va remplacer le lavage du visage. Si vous avez quelqu'un qui fait une conjonctivite allergique, saisonnière, il va l'avoir 2, 3 fois par an. Il peut pas se laver le visage toute la journée, il est à l'école, ou là il fait du sport, ou la haja. Quand vous rajoutez un mouillon le matin, un mouillon le soir, donc 1 à 2 applications par jour, c'est tout, vous allez diluer votre allergène. Alors, je vous donne l'information globale pour les... Il n'y a plus de chance. Kimel Qu'est-ce et qui se mouillon, passe? ils ont une Ouais. durée de validité de 3 mois après ouverture. Kimel le liposique, le Sika fluide, donc les mouillons, ils ont tous une durée jusqu'à 3 mois. Vous m'entendez plus? Si, tout à l'heure, Si, on si, m'a c'est bon. Ah, smanach. il y a eu une petite coupure, ça doit être Il y a eu maintenant. une petite coupure. Répétez, barkad. Donc, je reprends pour les mouillants et les corticoïdes. Donc, les corticoïdes de 3 à 5 jours, une goutte 3 fois par jour. Les mouillants, vous pouvez les donner même pendant une année en continu. Il n'y a aucun problème, surtout s'ils sont sans conservateur. Les mouillants, c'est les collyres qui remplacent les larmes. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les larmes artificielles. Annie, je vous donnerai à la fin des ordonnances types avec les collyres qu'on peut utiliser. Donc, une fois le collyre ouvert, pour les autres médicaments, c'est 1 mois. Et pour les mouillons, les larmes artificielles, ça peut rester jusqu'à 3 mois après ouverture. Donc, on a largement le temps de traiter le patient. Allez, on continue. Cas clinique numéro 2. Vous recevez un nourrisson de 3 jours qui est né par voie basse, amené par ses parents suite à l'apparition de sécrétions verdâtres bilatérales avec un œdème des paupières dans un tableau fébrile avec une tétée difficile. Voilà l'image de l'enfant. Pardon, hein. Et donc là, vous voyez sur la photo, on a énormément de sécrétions. Et si vous regardez, vous avez des sécrétions qui collent les cils. Et en plus, vous avez comme des croûtes tout autour du visage de l'enfant qui descendent jusqu'au niveau de la joue. L'atteinte, elle est bilatérale. Et il y a une difficulté à ouvrir les yeux. Voilà. Et donc là, les parents, ils se sont inquiétés. Quelles sont les questions qu'on va poser? Voilà. Qu'est-ce que vous allez poser comme question aux parents pour orienter votre diagnostic? Allez, on va voir un petit peu vos réponses. Donc, on est bien d'accord que c'est une infection néonatale, mais les infections ne se ressemblent pas. Voilà, c'est ça, exactement. On va rechercher cette infection maternelle. On va rechercher une infection au niveau de la filière génitale. J'ai eu une fois un cas comme ça où la maman savait qu'elle avait une infection et qui a refusé de le dire parce qu'elle ne voulait pas la césarienne. Et elle n'a pas dit, elle savait qu'elle était malade, mais elle ne l'a pas dit. Comme elle était déjà sous traitement, ça ne se voyait pas trop. Et de toutes les façons, donc, les sages-femmes n'ont pas eu le temps parce qu'elle est arrivée déjà avec un travail qui avait commencé, qui était avancé. Et donc, automatiquement, l'enfant a été contaminé. Donc, on va vérifier si la maman avait une infection, si elle était sous traitement, s'il y a eu voilà, un travail prolongé avec une rupture de la poche des os, une rupture prématurée des membranes, le virage du liquide amniotique, tout ça est très important. Est-ce qu'il a eu une prévention donc, au moment de l'accouchement? Donc voilà, on va rechercher, donc, comme on l'a dit, et puis je vais insister sur quelque chose. Pensez à poser la question sur le comportement et les antécédents du papa. On a tendance à ne pas y penser, mais les comportements à risque du conjoint peuvent être, eux, responsables de la contamination de la maman par une MST et la maman n'est pas au courant. Donc, ce serait une découverte fortuite. Et puis,
Autre chose qui est très importante, c'est la présence des sécrétions au cours des premières heures de la vie. C'est important de savoir, est-ce que les sécrétions sont apparues juste au troisième jour, ou là au bout de 24 heures, ou là au bout de 5 jours. Ça aussi, c'est important. Le délai d'apparition des sécrétions, l'installation de cette conjonctivite va nous orienter sur l'étiologie de la conjonctivite. Toujours avec ce bébé, donc, quel est votre diagnostic le plus probable? Donc là, vous avez à peu près déjà donné la réponse. On est d'accord que c'est une conjonctivite. On est d'accord que c'est une conjonctivite néonatale. Donc, puisqu'elle est survenue avant la fin des 28 jours, tu as le nouveau-né. Et on est d'accord maintenant que c'est une conjonctivite bactérienne. Donc, jusque-là, pas de problème. La question qu'on va se poser, c'est quels sont les germes les plus probables? Donc, pour vous, vous recevez un enfant de cette manière, soit parce que vous faites le suivi des enfants en néonatologie ou là, au niveau des urgences pédiatriques, quels vont être les germes auxquels vous pensez? Alors, le premier germe auquel on pense, on est tous d'accord, c'est le gonocoque. Donc, Neisseria gonocoquae, je ne sais plus comment ça se prononce, gonorrhée. Voilà, Neisseria gonorrhée, c'est le premier germe en matière de virulence. C'est le germe le plus virulent en ce qui concerne les conjonctivites néonatales. Et voilà, j'attendais le deuxième. Le deuxième, c'est le chlamydien. Donc, même en Algérie, ça c'est les données de l'OMS, mais même en Algérie, voilà ce que vous allez avoir comme germe. Vous avez le chlamydien qui est le plus fréquent, mais dans les lésions sont bénignes. Et vous avez le Neisseria gonorrhée qui est le deuxième en termes de fréquence, mais qui est le plus sévère. Maintenant, je n'ai pas mis les autres germes, mais il faut savoir que dans certaines situations, l'enfant peut être contaminé dans la salle d'accouchement. Ça devient une infection nosocomiale. Et là, on peut avoir des germes un peu plus habituels, tels que le strepto, par exemple l'Escherichia coli. Vous pouvez avoir un staph. Là, ça va être transmis par les mains de la personne qui s'en occupe. OK? Et donc, c'est pas le chlamydia, c'est le sérotype qui est responsable donc des MST et non pas celui qui est responsable du trachome. Hein, d'accord? Parce qu'on a 4 sérotypes au niveau du chlamydia. Donc, pensez aussi, quand vous recevez un enfant, et à poser la question, par exemple, est-ce qu'au moment de la naissance, il y avait plusieurs enfants qui sont nés en même temps? Est-ce qu'on l'a mis sur la table chauffante? Ça a été nettoyé? Bon, en général, la maman, elle ne peut pas vraiment vous dire. Elle était déjà assez fatiguée juste après l'accouchement. Mais si un enfant a été hospitalisé 24 heures dans un service de néonat, s'il a été mis dans une couveuse, s'il a reçu des soins particuliers, ça peut être responsable d'infection nosocomiale. Alors, comment s'orienter entre chlamydia et Neisseria? Alors, il faut savoir que le Neisseria va avoir une expression plus rapide que le chlamydia. Maintenant, si jamais l'enfant il vient, il a juste 2 jours d'âge, 3 jours, c'est plutôt en faveur du gonocoque. Maintenant, s'il vient au bout de 6 jours, 7 jours, là, ça va être plutôt le chlamydia. Qu'est-ce que vous allez faire si vous suspectez maintenant une conjonctivite néonatale bactérienne à un de ces 2 germes? D'accord? Donc, vous êtes tous d'accord pour mettre un traitement antibiotique collyre. D'accord? Donc, je vois qu'à peu près, vous êtes tous pour un traitement local. Alors, laissez-moi vous dire que non, vous ne mettrez pas un traitement local. L'hospitalisation, elle est obligatoire. Voilà. Voilà, docteur Barèche, elle a bien répondu. Là, vous allez mettre hospitalisation systématique. Why? Parce que tout simplement, voilà, il était fébrile au début et donc vous allez rechercher une deuxième localisation de cette infection. Les infections à gonocoque et les infections
à chlamydia, elles sont responsables de méningoencéphalite et de pneumopathie. Et quand il est venu tout à l'heure, je vous ai dit, il est fébrile et il a des difficultés à téter. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose. Il a des signes généraux. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'avec l'interrogatoire, même si vous n'êtes pas le pédiatre du patient, vous pouvez quand même lui éviter des complications qui peuvent être graves. Donc, j'hospitalise mon patient et je vais faire, si c'est possible, un prélèvement de ses sécrétions. Vous allez envoyer les prélèvements en mycobactéries, surtout s'il n'a pas encore reçu de collyre. Ça serait excellent si on peut faire un prélèvement des sécrétions avant qu'il ne reçoive de collyre. Vous allez me dire comment on fait le prélèvement. Vous prenez un écouvillon et vous prélevez les sécrétions en allant du coin de l'œil jusqu'à la partie qui est à l'extérieur. Alors, c'est vrai que là, je vous ai mis ce qui est recommandé dans la littérature face à une conjonctivite à chlamydia ou bien un gonocoque. Personnellement, nous, on utilise en général la ceftriaxone, hein, en collaboration avec les pédiatres. Généralement, l'hospitalisation se fait en pédiatrie ou en néonat. On ne la fait pas à notre niveau. Et vous donnez l'antibiotique à large spectre le plus disponible. D'accord? Donc là, c'est très important de garder en tête qu'une conjonctivite néonatale, d'abord, c'est une infection très grave sur le plan oculaire parce qu'il peut perdre les deux yeux par endophtalmie et une phtise du globe. Mais surtout, c'est qu'on peut avoir un décès dans les 3-4 jours à cause d'une méningite, méningoencéphalite, un abcès cérébral ou bien une pneumopathie sévère. Gardez aussi à l'esprit qu'on va avoir des facteurs favorisants, une prématurité, un petit poids de naissance, un retard de croissance, une mère immunodéprimée, une mère qui était diabétique, donc on va avoir un enfant qui va peut-être un gros poids de naissance avec des facteurs d'immunodépression. Donc tous ces facteurs-là vont faire qu'il faut mieux hospitaliser un enfant. Votre rifamycine, il fallait la donner en prévention. Ce n'est plus maintenant qu'on la donne. Voilà, si vous êtes d'accord, on continue. Cas clinique numéro 3. Alors, vous recevez un enfant de 5 ans ramené en consultation pour une rougeur oculaire apparue la veille avec des sécrétions collantes aux cils présentes toute la journée. L'enfant est en crèche. Alors, voilà à peu près le visage de l'enfant. Donc, vous regardez, hein, on voit que c'est quand même sale. C'est agglutiné. Les paupières s'ouvrent, même s'il n'y a pas des sécrétions donc verdâtres, blanchâtres. Vous avez donc un œdème des paupières des deux côtés, un chémosis, les cils qui sont collés. Quelles questions poseriez-vous à la maman? Qu'est-ce que vous allez rechercher pour pouvoir orienter votre diagnostic? Oui, très bien. Bah, déjà, chercher, est-ce qu'il y a des cas similaires? Le texte du cas clinique, on vous dit qu'il est en crèche. Donc, c'est une promiscuité très importante. On va poser la question. Au niveau de la crèche, est-ce qu'il y a des enfants qui sont malades ou là, qui étaient malades et qui ne sont pas venus? Par exemple, est-ce qu'il y a eu des absents aujourd'hui? En général, un enfant qui est en crèche, qui s'absente, c'est qu'il a une maladie quelque part. Déjà, on va poser la question comme ça. Au niveau de la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison qui est malade? Euh, on peut rechercher aussi d'autres choses, hein. Donc, on va rechercher la notion d'un syndrome grippal quelques jours auparavant. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On va rechercher des cas similaires dans la famille. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, une conjonctivite peut toujours être compliquée par une atteinte cornéenne. Donc, comme c'est un enfant de 5 ans, comment on dit? Les plaintes ne sont pas les mêmes que celles de l'adulte. On va voir, est-ce qu'il n'a pas un blépharospasme, une photophobie, qui vont nous orienter vers une atteinte cornéenne. Et vous recherchez votre syndrome grippal, hein, donc syndrome grippal classique, un fébricule, myalgie, arthralgie, asthénie, il ne veut pas manger, il est tout le temps abattu, il ne bouge pas, il ne veut pas aller à l'école, etc. Bon, même s'il ne veut pas aller à l'école, hein, ce n'est pas systématique, hein, en général, ils ne veulent pas aller à l'école même s'ils sont en bonne santé. Alors, quel geste réaliseriez-vous à ce moment-là face à cet enfant-là qui arrive dans ce tableau avec cette notion de éventuellement un comptage? Qu'est-ce que vous feriez comme geste? Alors, on revient vers nos petits messages. Oui, bien sûr, toujours les versions des paupières. Et là, on a une question sur le test à la fluorescéine. Ben, les tests à la fluorescéine, c'est excellent. Alors, moi, je vais vous dire,
je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les bandelettes de Schirmer. Les bandelettes de Schirmer, ce sont des petites bandelettes comme du buvard qu'on met dans le cul-de-sac conjonctival inférieur pour voir la sécrétion lacrymale. Donc, c'est des petits bouts de papier, hein. Ben, il existe des bandelettes avec la fluorescéine. Ça, c'est quelque chose de stérile. Vous ouvrez, vous enlevez la bandelette, vous la mettez dans le cul-de-sac et vous avez votre fluorescéine qui est étalée au niveau de l'œil et ça vous permet d'avoir votre test à la fluorescéine. Donc, si on pouvait arrêter de d'écrire sur l'écran, ça m'aiderait pour voir. Donc, systématiquement, éversion de la paupière, rechercher un corps étranger, Goulna, c'est systématique, même si c'est quand même rare que ce soit des deux côtés. Recherchez des papilles, des follicules. Ensuite, vous recherchez une adénopathie prétragienne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir mettre vos mains juste en avant des oreilles et vous allez palper et vous allez voir est-ce que c'est disponible. Oui, il n'y a pas de bandelette en consultation, je sais. C'est pour ça que je vous ai dit systématiquement allez rechercher le blépharospasme et la photophobie. C'est plus simple et ça vous permettra de vous orienter pour le diagnostic. Alors, je réponds rapidement pour tout ce qui est prévention. Alors, je vous ai mis une planche tout à l'heure où je vous mets les colliers. Alors, sachez que l'idéal, c'est la rifamycine. Voilà. Pas de contre-indication, pas d'effet secondaire, pas d'interaction médicamenteuse. Et en plus, elle est rouge. Donc, quand on l'instille, ça nous permet de voir que le collier est bien passé. On peut le suivre. Quand la rifamycine n'est pas disponible, attention au Tobrex. Le Tobrex est un aminoside, donc il est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans. Il existe la cébémyxine, NERSA, mais qui peut être disponible. Sinon, vous avez des antiseptiques qui mènent Vitabact, qui ne sont pas contre-indiqués, qui peuvent être utilisés. Vous pouvez aussi utiliser, si vraiment vous avez une suspicion d'une infection, donc un terrain bizarre, un terrain suspect, vous pouvez utiliser le fusitalmique qui est de l'acide fusitique. Alors, chibroxine, attention, c'est des fluoroquinolones et il faut bien vérifier les contre-indications chez les tout petits. D'accord? Donc ça, c'est à peu près. La prévention n'est pas plus obligatoire, elle est plutôt obligatoire normalement en cas d'accouchement par voie basse par rapport à l'accouchement par voie haute. En cas de césarienne, c'est plutôt les infections nosocomiales, c'est-à-dire que l'enfant est manipulé bzef par l'équipe soignante, les sages-femmes, le chirurgien, le réanimateur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui touchent, il y a beaucoup d'objets, donc il y a plus de risques d'infection nosocomiale. Mais par voie basse, ce sont les infections liées au MST. Alors, toujours avec cet enfant, vous retrouvez une adénopathie prétragienne avec notion de syndrome grippal 5 jours avant l'apparition des symptômes. Quel va être votre diagnostic le plus probable? Alors, est-ce que vous avez une idée sur ce que ça pourrait être? Alors, voyons. Conjonctivite virale, voilà. Le mot que je cherchais, c'était l'adénovirus. Alors, voilà, c'est une conjonctivite à adénovirus. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome adénopharyngo-conjonctival. Donc, là, ce que vous allez faire, vous recevez un enfant avec ce tableau, vous regardez l'enfant, Monsieur Rochaini, attention, ne vous contaminez pas, sinon il faut vraiment bien vous laver les yeux. Vous allez rechercher votre adénopathie. Ensuite, vous lui dites, ouvre bien la bouche et vous regardez la gorge. Vous allez trouver une gorge rouge, l'adénopathie, des yeux rouges. C'est le syndrome adénopharyngo-conjonctival. Alors, juste pour la petite anecdote, il faut savoir que l'adénovirus est un des virus les plus résistants et les plus contagieux qui existent. Si vous avez quelqu'un qui touche ses yeux, qui prend son adénovirus, il le met sur une table. OK? Il sort, on ferme le bureau et on laisse le bureau fermé pendant 3 semaines. Quand vous revenez, l'adénovirus qui était sur la table, il est toujours vivant. Et donc, c'est vraiment très important de bien nettoyer les surfaces, les poignées de porte. Quand vous êtes dans un établissement, vous recevez beaucoup de malades. Les poignées de porte, par exemple, la monnaie, quand on vous rend la monnaie. Euh, donc, le réflexe à avoir, c'est de ne pas se toucher les yeux tant qu'on ne sait pas laver les mains. Même si vous avez touché un objet avec vos mains, ne vous frottez pas les yeux, ne vous touchez pas les yeux. Ça, c'est très important. Donc, c'est très contagieux comme maladie. Comment vous allez faire votre prise en charge?
Alors, par quoi allez-vous commencer pour prendre un enfant en charge en ayant une idée d'une conjonctivite à adénovirus? En sachant, comme on a dit, que c'était quelque chose de très contagieux. Voilà, excellent. On commence par l'éviction scolaire. C'est la première chose à faire. Alors, on va rechercher les signes de complications. J'ai vu tout à l'heure une question. Je نرجع لها. Rechercher des signes de complications cornéennes, comment faire le blépharospasme et la photophobie. Blépharospasme, il gibbe le malade. Il a des difficultés à ouvrir les yeux. Il gît spontanément les yeux fermés. La photophobie, vous allumez la torche du téléphone et vous essayez de regarder, il va fermer les yeux. Il peut pas. Il peut pas fixer la lumière. Donc là, déjà, vous êtes orienté. Alors là, je vous ai mis l'antibiotique. Pourquoi? Parce que dans 99% des cas, les conjonctivites virales, quand le patient arrive, donc c'est déjà au bout de 24 à 48 heures depuis le début des symptômes, il y a une surinfection bactérienne. Donc, évitez les antibiotiques, et je vais vous les mettre en prime, qui peuvent entraîner des résistances. N'utilisez pas les fluoroquinolones, n'utilisez pas l'acide suicidique. Mais si vous avez la rifamycine qui est disponible, donc là, vous pouvez l'utiliser. Alors là, ça sera à l'appréciation du médecin. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de sécrétions, les sécrétions sont épaisses, même si ça correspond à un syndrome viral, il vaut mieux aller donner un antibiotique pour traiter la surinfection. Si vous voyez qu'il n'y a rien, les sécrétions sont fluides, le patient il ouvre bien les yeux, l'œdème n'est pas très important, vous ne serez pas obligé de mettre un antibiotique. Vous allez me dire, oui, mais en général, le malade qui gît, il veut rapidement avoir une régression des sécrétions, de l'œdème et tout ça, parce que c'est gênant. Ne donnez pas de corticoïdes, allez, j'insiste. Une conjonctivite virale, ça peut être une conjonctivite herpétique. Et donc, s'il y a une forte gêne, il vaut mieux donner un INS topique. Vous avez l'endométacine, c'est l'endocolire, et vous avez le diclofénac, c'est le diclocède. Donc, vous pouvez donner pour courte durée, de 3 à 5 jours, un INS à raison de une goutte 3 fois par jour, juste au début, pour calmer la gêne, diminuer. Alors, l'éviction scolaire. Normalement, l'éviction scolaire, elle aurait dû se faire l'incubation. Comme on ne peut pas savoir, hein? Donc, à partir du début de symptômes, c'est 3 à 5 jours. Si vous suspectez un adénovirus, 5 jours. D'accord? Ouais, là, parce que ouais, il commence à incuber avant l'apparition des symptômes et il a une incubation de 10 à 15 jours avec l'adénovirus. Elle est longue. Donc, il reste contagieux même 5 à 6 jours après l'apparition des symptômes. Donc, faites, si possible, de faire l'éviction scolaire, moi, je donne la semaine. Voilà. Euh, la posologie des IANS, comme je vous ai dit, c'est une goutte 2 à 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours maximum. Les contre-indications du Tobrex, ce sont les contre-indications de la gentamicine, c'est-à-dire les aminosides. Donc, pas les enfants de moins de 2 ans, pas de personnes avec un problème auditif et pas de personnes avec un problème rénal. C'est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale. Donc, les INS, Annie, je vous ai dit, c'est à la demande parce que si c'est trop gênant, d'accord, œdème, larmoiement, rougeur, tout ça, il faut donner, vous pouvez donner un INS pendant 2 3 jours. أنا وين j'insiste, elle a la prescription des collyres. Il faut lire, faites des petites fiches POSO à côté de vous. Il y a des antibiotiques associés à un corticoïde. هادوما, il faut les éviter. Genre, par exemple, vous prenez le chibrocadran. Il y a de la chibroxine, il y a un corticoïde, il y a la dexaméthasone. Il ne faut pas l'utiliser. La chibroxine, ça va rester un antibiotique. Donc, vous pouvez le donner et toujours, toujours dire aux patients, si au bout de 48 heures, pas d'amélioration, vous revenez. Moi, je dis même pas ça. C'est systématiquement contrôle au bout de 48 heures. Comme ça, si je vois il y a pas d'amélioration, là, il y a une aggravation, je peux orienter le patient et vous expliquer qu'en cas d'œdème très important qui évoque une cellulite, parce qu'on peut avoir des tout petits, la cellulite, elle est très rapide, hein. Si vous avez, par exemple, les signes douleur, baisse de l'acuité, photophobie, blépharospasme qui apparaissent, là, on n'attend pas, on consulte même à minuit, même à 1 heure du matin. Et vous ne donnerez pas de corticoïdes, j'insiste. Et si vous pensez que les corticoïdes sont nécessaires, il faut l'orienter chez l'ophtalmo. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil maintenant aux parents? Maintenant que vous avez donné l'arrêt de travail, vous avez donné les médicaments, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents? Alors, au moment où ils vont quitter votre cabinet de consultation, voilà, l'hygiène, excellent. Donc là, lavage des mains de celui qui va instiller les collyres à l'enfant.
Alors, vous allez lui montrer, euh, il va ouvrir le flacon, il a le bouchon, il a de côté. Il ne touche pas l'extrémité du flacon avec ses doigts et l'extrémité du flacon ne touche pas les yeux. Maintenant, il capte de loin. La goutte, elle tombe, il n'y a pas de problème. Il ouvre bien les yeux de son enfant et il ne doit pas toucher, le flacon ne doit pas toucher l'œil du patient. Elle dit la première des choses. Il ne faut pas hésiter à laver le visage et nettoyer les sécrétions. Mais parce que les sécrétions, c'est une cause d'eczématisation et de surinfection. Donc, bien enlever les sécrétions qui peuvent être collées aux cils. Toujours avoir des outils personnels à la personne qui est malade. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais à la maison, Ligi, il s'assoit le salon, il prend un coussin, il hâte les rassou. Après, quand il se lève, il laisse le coussin, il prend un autre coussin. Ça, c'est une source de contamination. Donc, une serviette personnelle, bien se laver les yeux, se laver les mains, la thé d'oreiller, la savonnette, etc. Voilà. Donc, c'est très important. Les INS topiques, donc on en a deux. Moi, je vous donne les molécules mères. Après, Amkein aussi des génériques, hein, c'est la même valeur. Endocolir pour l'indométhacine et diclocède pour le diclofénac. Voilà. Il y a aussi le Xidra, enfin, il y en a plusieurs. Donc, éviction scolaire, lavage fréquent, outils personnels, ne pas partager les colliers. Alors, ça aussi, c'est classique. Le papa, il vient, il ramène deux enfants qui sont malades. C'est normal, ils se sont contaminés. Il dit que bon, la même ordonnance et je vais leur acheter à tous les deux les gouttes. Non, non. Chacun aura droit à son flacon. Ils ne peuvent pas utiliser le même flacon. Ça, c'est très important. Et voilà, consultez en cas de signe de complication. Alors, si vous êtes d'accord, on continue. Cas clinique numéro 4. Alors, vous me dites si c'est long, si vous vous ennuyez, si vous ne suivez pas, alors vous me faites signe, hein. Durée du traitement antibiotique, c'est de 7 à 10 jours. Moi, je donne 10 jours, hein. Traitement antibiotique, c'est 10 jours, qui m'a pour n'importe quelle autre infection. Plus le traitement est court, plus vous allez favoriser les résistances bactériennes et les résistances microbiennes aux antibiotiques. Alors, cas clinique numéro 4, vous avez un garçon de 10 ans qui est suivi maintenant et traité pour conjonctivite allergique. Donc là, on est au courant de ce pourquoi il est suivi, qui est ramené en consultation parce que tout d'un coup, il ne voit pas. Je brûle comme en urgence, en fin de journée, une baisse de l'acuité qui est marquée, qui est non améliorable par la correction optique. Donc, il portait ses lunettes. J'ai pour que les parents, ils veulent comme voilà, là même avec les lunettes, ils ne voient pas. D'accord? J'arrive pas à voir, ça passe pas du tout, il a mal, il est gêné. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous feriez, qu'est-ce que ce serait? En général, de manière globale, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord de bien vérifier si ce qui est rapporté par les parents est vrai ou non, hein. Donc ça, c'est déjà une première étape. Acuité visuelle, excellent. Mettez-vous dans la situation, je ne sais pas, vous êtes des généralistes, des pédiatres, etc. Vous avez comment faire le test à la fluo? Non, je ne pense pas. Là, au service d'ophtalmo, et on en manque de temps en temps. Comment faire avec les moyens du bord pour éliminer une complication? Mesurer l'acuité visuelle. Vous devez tous avoir un optotype mural, au moins un optotype mural, qui est disponible dans vos salles de consultation. Je fais mon acuité visuelle. Comment je fais mon activité visuelle? Je fais lire l'œil qui ne voit pas en premier et ensuite l'œil qui voit, sans les lunettes et avec les lunettes. Lesquelles l'enfant, il voit avec les lunettes. C'est bon, mais smash mes chauches, ok? Parce que c'est une acuité visuelle corrigée. C'est le principe. Maintenant, s'il a l'habitude de voir avec ses lunettes et puis là, tout d'un coup, il ne voit pas, là, on parle de baisse de l'acuité visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà à peu près l'enfant, hein, vous imaginez un petit peu sa tête. Alors, on va mesurer l'acuité visuelle de loin, de près, œil par œil, ensuite les deux yeux ensemble. Et qu'est-ce qu'on a dit? Toujours le même geste. On n'oublie pas le principal geste qui nous permet de faire la moitié des diagnostics, l'évaluation des paupières. Alors, je réponds rapidement à la question sur euh, la distance. Alors, l'échelle à 5 mètres ou plus. Alors, ça dépend de votre optotype. L'optotype, vous allez trouver en bas, vous allez trouver, par exemple, accroché à 5 mètres, accroché à 3 mètres. Donc, ça dépend de la taille de l'optotype que vous utilisez. Quand vous avez un projecteur de test, c'est pareil. Vous pouvez modifier la projection des tests sur le mur
en fonction de la distance, 3 mètres, 2 mètres, 5 mètres. Donc, vous pouvez vous adapter à votre salle de consultation. Moi, j'ai pas compris le message sur ma voix, Samhouni, avec le chat dans la gorge, nickel au début. Là, c'est très difficile de parler. L'optotype mobile, qui fait optotype mobile? Donc, vous avez le projecteur de test, هذاك هو في الحيط, et vous avez un petit réglage à faire en fonction de la distance de votre salle. Celui qu'on accroche au mur, vous avez en bas la distance nécessaire تلقاوها مكتوبة vers le bas. Donc, j'ai fait les versions de la paupière et je vais avoir l'aspect que je vais vous montrer. Et vous allez me dire, est-ce que ça vous évoque quelque chose, cet aspect? Alors, cet aspect, excellent, ce sont des papilles géantes. Alors, voilà. Alors, c'est pas du tout un trachome, hein. Alors, le trachome, c'est à l'opposé de ça. Le trachome, l'œil est sec, il n'est pas brillant, il n'est pas gonflé, il est plat. Il n'y a pas de papilles, il y a des follicules. Et vous avez des vaisseaux déshabités, vous avez des lignes blanches qui travaillent votre conjonctive. Donc là, c'est classiquement ce qu'on appelle des papilles géantes et elles vont évoquer cette conjonctivite allergique sévère qui peut évoluer vers la kératoconjonctivite. Donc là, gardez à l'esprit cette image. Vous la voyez une fois, vous n'allez plus du tout l'oublier. C'est vraiment ce qu'on appelle les papilles géantes. Alors là, toujours avec cet enfant, vous le regardez avec une source lumineuse et vous allez voir, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises avec, voilà, vous avez cette photo et donc c'est une photo prise avec un appareil à photo de téléphone, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la lampe à fente. Est-ce que vous pouvez répéter la différence entre le trachome et le kératoconjonctif? Oui. Alors, quand vous regardez un patient qui a un trachome, pendant la phase aiguë, c'est une conjonctivite bactérienne. Vous ne pouvez pas faire le diagnostic. Il n'y a rien de particulier. A posteriori, quand le malade vient, vous allez rechercher donc les séquelles de trachome pour poser le diagnostic. Vous faites les versions des paupières. On va avoir une conjonctive qui est terne. Elle n'est pas rose. Elle est très pâle, presque blanche. Ensuite, vous n'allez pas voir les papilles qu'on a vues sur la photo. Si je peux revenir, voilà. Vous n'allez pas voir les papilles. Au contraire, ça va être complètement plat avec des petits points jaunes en tête d'épingle qui sont les follicules trachomateux. Et ensuite, si vous regardez cette photo des papilles, vous allez voir des vaisseaux. Voilà, on voit des vaisseaux qui descendent. Dans le cas du trachome, ces vaisseaux, ils sont blancs, ils sont déshabités. C'est des vaisseaux fantômes. Donc, c'est très classique. Bon, moi, je n'ai pas mis le trachome parce que ce n'est pas une conjonctivite de l'enfant. C'est pour ça que je n'ai pas mis un cas clinique. Mais bon, c'est pour les gens du Sud, pour qu'ils oui, fassent un voilà. peu la Éventuellement, une autre papilles fois. géantes. Ouais, mais c'est vraiment l'opposé de cette photo, le trachome. C'est l'opposé de ce qu'a ce malade. Et donc là, vous regardez cette photo maintenant. À quoi pensez-vous? Alors, dites-moi. Un ulcère, excellent. Bah, il y en a quelqu'un, on a des gens avec nous qui sont très forts en ophtalmo, hein. Donc là, quand vous regardez cette image, vous avez une tache blanche, luisante, brillante. C'est un ulcère cornéen avec un dépôt blanchâtre à sa surface. C'est ce qu'on appelle la plaque vernale. Alors, Heidi, la plaque vernale, c'est très caractéristique de ce type de conjonctivite dont on va parler, et ce sont les kératoconjonctivites vernales. C'est quoi? C'est une conjonctivite allergique sévère de l'enfant, essentiellement le garçon, entre 4 et 14 ans, donc jusqu'à la puberté, qui va être responsable d'échecs scolaires. Ouais, parce que l'enfant, il ne voit pas, il a une baisse de l'acuité, il a la photophobie, le blépharospasme, il a la tête cornéenne, il a des douleurs, il n'arrive pas à dormir, mais c'est une maladie immunitaire. Donc, on n'est plus dans la réaction allergique, type réaction de type hypersensibilité type 1, hypersensibilité type 4. Non, non. Là, on est dans une vraie maladie, comme une maladie de système, une maladie immunitaire. Et ça va être une maladie handicapante pour l'enfant. Votre Il y a conduite des signes actuelle. cliniques accompagnateurs. Est-ce qu'il y a des Non, signes cliniques qui peuvent purement oculaire. m'aider à purement oculaire? Purement oculaire. Sur le plan oculaire, par contre,
Ça va être la douleur permanente. C'est un enfant qui n'ouvre pas les yeux. Même quand les parents le ramènent, ils le tiennent par la main. Les parents vous Est-ce disent, que j'ai lesquels on le mal à laisse. la tête? Est-ce que j'ai mal à Oui, la tête? oui, il a mal à la tête parce qu'il a mal aux yeux. C'est des douleurs projetées. Il a des céphalées qui sont en rapport avec les douleurs oculaires. C'est un enfant qui est gêné, hein. Et en général, ce sont des enfants qui vont être envoyés par les enseignants chez les médecins de l'hygiène scolaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils n'arrivent pas à suivre, leur écriture, elle est déformée, ils n'arrivent pas à suivre au tableau. Même le téléphone, ils n'utilisent pas le téléphone parce qu'ils ne voient pas bien, ils sont vraiment très gênés. Donc là, ça devient une maladie immunitaire qui va nécessiter une prise en charge spécialisée. Les corticoïdes deviennent indispensables. On peut même être amené à créer des collyres à base de cyclosporine. Je ne sais pas si vous connaissez la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur. On peut utiliser le tacrolimus, qui est un immunosuppresseur. On peut les mettre même sous immunosuppresseur par voie générale. On va faire une enquête euh, à propos des allergènes. On va essayer de rechercher l'allergène en cause, tenter une désensibilisation si c'est possible. Et surtout, il va y avoir un travail de prévention qui va être fait. Et donc là, je vous donne l'information parce que vous pouvez rencontrer, surtout pour les gens du Sud, la kératoconjonctivite vernale du Sud est très sévère. Vous allez avoir une atteinte dans la paupière, une atteinte au niveau du limbe et une atteinte au niveau de la cornée. Alors, les collyres immunosuppresseurs, ce sont des collyres qui n'existent pas sur le marché. Ils sont reconstitués en pharmacie hospitalière ou bien chez les pharmaciens galénistes à partir de la présentation magistrale. On prend des flacons de cyclo et on reconstitue le collyre avec des concentrations de 0,1, 0,5, voire 1 à 2%, administré pendant 3 à 6 mois, une goutte 2 à 3 fois par jour, en gardant à l'esprit que comme c'est des immunosuppresseurs, on peut avoir parfois des complications locales qui restent heureusement exceptionnelles, à type de nécrose conjonctivale, nécrose palpébrale. Donc, c'est des malades qu'on va suivre de très près. Et donc là, la complication la plus à craindre dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le kératocone. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est quoi le kératocone. Kératocone, c'est une déformation de votre cornée qui, au lieu d'être convexe à l'extérieur, elle va devenir conique, makhrouta, d'accord? Elle va avoir un pic à son sommet. Et ce kératocone, une de ses pathogénies, d'accord, c'est le frottement. Donc, l'enfant, comme il a énormément de symptômes, il se frotte les yeux énormément. Et comme il a des papilles au niveau de la conjonctive, donc c'est comme s'il était en train de se frotter les yeux avec un coton-tige. Imaginez que vous preniez un coton-tige, vous le mettez sous la paupière et vous grattez avec votre cornée. Vous allez donc déformer votre cornée à chaque fois. C'est une déformation mécanique. Et donc, la complication la plus à craindre pour ces patients, c'est le kératocone. Après le kératocone, après la puberté, malheureusement, il va continuer d'évoluer. Il ne va pas s'arrêter. Et donc, Hedouma les enfants, quand vous voyez une conjonctivite allergique qui ne répond pas au traitement, qui est très lente, qui persiste pendant presque toute l'année, avec, on va dire, vraiment une plainte de la part de l'enfant et de ses parents, il ne faut pas hésiter à l'orienter chez un spécialiste pour poser le diagnostic. Alors, cinquième cas clinique, vous avez un nourrisson de 3 mois ramené par ses parents pour prise en charge de conjonctivite à répétition, unilatérale, toujours du même côté, traitée par antibiotiques, elle répond au traitement. Quelques jours après l'arrêt des antibiotiques, elle récidive. Quel serait votre diagnostic? Alors, voyons voir, est-ce que vous allez penser à quelque chose? Excellent encore, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, c'est ça. Donc, on va parler d'imperforation du canal lacrymonasal qui n'est pas une conjonctivite. Donc, là, on a un problème d'imperforation du canal lacrymonasal. C'est une atteinte congénitale qui est secondaire à la persistance d'une membrane qui aurait dû disparaître à la naissance et qui va rester. Donc, là, l'imperforation du canal lacrymonasal, alors, conjonctivite bactérienne, ce sont des conjonctivites, on est bien d'accord. Il est en train de faire des conjonctivites, mais qui sont secondaires à une imperforation du canal lacrymonasal. Comment faire la différence entre les conjonctivites isolées et l'imperforation? L'imperforation, prend toujours le même côté, mais quelle la bilatéralisation?
les récidives sont fréquentes à l'arrêt du traitement et elles répondent très bien au traitement antibiotique. On peut avoir parfois une eczématisation du côté de l'imperforation et il n'y a pas d'histoire familiale. Normalement, la conjonctivite, s'il fait des conjonctivites à répétition, les autres membres de la famille aussi auraient dû faire. Donc, là, une fois que vous évoquez le diagnostic d'imperforation du canal lacrymonasal, on va essayer de le confirmer. Vous pouvez faire des choses à votre niveau. Ensuite, il y a des confirmations qui vont être faites par l'ophtalmo au niveau du bloc opératoire. Donc, comment confirmer le diagnostic? Vous faites le test des colliers. Vous allez instiller de la rifamycine ou bien le bleu de méthylène et normalement, les larmes sont évacuées par le nez. Donc, quand l'enfant va se mettre à pleurer, la rifamycine, le bleu de méthylène, il va sortir par le nez. Si le rouge de la rifa ou le bleu du méthylène ne sort pas par le nez, eh ben donc ça veut dire que c'est pas passé. Et donc, pardon, vous allez retrouver la rifa qui va couler sur la joue. Alors, chez l'ophtalmologue, on va confirmer le diagnostic par un sondage au bloc opératoire. Comme c'est un diagnostic clinique, on ne fera pas du tout de sondage avant l'âge 6 à 9 mois, même si c'est quelque chose qui embête les parents et qui embête aussi un petit peu l'enfant. On va juste, au début, le bleu de méthylène, vous mettez une goutte, hein. Vous instillez une goutte dans le cul-de-sac, c'est tout. C'est juste pour voir est-ce que c'est évacué ou non par, c'est pas un traitement, hein. Le bleu de méthylène, c'est pour colorer les larmes. Si vous avez de la fluo, ça marche aussi avec de la fluo. C'est juste quelque chose pour colorer les larmes. Au bloc opératoire, on peut faire un sondage qui va donc confirmer le diagnostic. Maintenant, pour le traitement, alors j'ai déjà vu plusieurs réponses dans ce sens. On va faire des massages de la région du sac de 0 jusqu'à 6-9 mois et ça donne de bons résultats. Si vraiment maintenant l'imperforation persiste après l'âge de 9 mois, on fera un sondage au bloc opératoire. Et là, je vous dirais aussi qu'il y a une petite astuce de grand-mère, on va dire, hein. Vous pouvez instiller, pardon, vous pouvez demander à la maman d'instiller du lait maternel dans les yeux. Alors, le lait maternel, il comprend de la lactoferrine, qui est un excellent enzyme. Il comprend des interleukines qui vont permettre la dégradation de la membrane qui bouche votre canal lacrymogène. Donc, si le bébé il est à l'allaitement maternel, demandez à la maman de mettre quelques gouttes de lait maternel dans l'œil qui est malade et de faire les massages de la région du cercle et ça donne d'excellents résultats. Alors, je vous donne là rapidement quelques ordonnances types pour ceux qui veulent les prendre en attendant, avant de passer au strabisme. Donc, pour les conjonctivites allergiques, vous avez les 4 classes thérapeutiques. Vous avez le Zalergue, le Levofta, le Naabac et l'Opatanol. Alors, le Zalergue et le Naabac qui sont sans conservateur. L'Opatanol qui a une deux formes, qui a une avec ou sans en fonction du générique. Et le Levofta, il est avec conservateur. En général, vous pouvez donner le traitement de 15 jours jusqu'à 3 mois, une goutte 2 à 4 fois par jour en fonction de l'intensité des symptômes. Donc là, vous avez des antihistaminiques qui n'agissent pas tous au même niveau. Vous avez des antihistaminiques et donc des anti-H1 et des antidégranulants mastocytaires. Donc, il faut les garder en tête. Vous rajoutez des mouillants qui magouillent là tout à l'heure, les fluidifiants lacrymaux. Le Liposiq, c'est un gel. L'Artelac, c'est des gouttes. Le Fluidabac, c'est excellent, c'est sans conservateur. Le Sérolife aussi, c'est comme l'Artelac, sauf que c'est sans conservateur. Alors, gardez à l'esprit que les collyres sans conservateur sont un peu plus chers que les collyres avec conservateur. Donc, si c'est un traitement de courte durée, malish, n'importe lequel. Maintenant, si c'est un patient qui va instiller des gouttes 6 mois chaque année, c'est quand même beaucoup. Il vaut mieux investir dans la santé de sa surface et lui donner des médicaments sans conservateur. Attention aux corticoïdes. Quand je mets Maxidrol, Chivrocadran, ce sont des corticoïdes associés à un antibiotique. La même chose, le Tobradex, c'est un corticoïde qui est associé à un antibiotique. Donc, vous faites attention quand vous les utilisez. Les corticoïdes, c'est toujours en très courte durée pour éviter l'automédication. Pour les conjonctivites bactériennes, Tobrex, rifamycine en première intention. Si vraiment ce n'est pas disponible, la rifamycine, on a un seul représentant. Donc, il y a un seul labo qui l'a fait. Et c'est pour cela qu'il y a toujours des tensions sur le marché, sur la RIFA. On en a un certain temps, après, ça a disparu. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant.
Il y a de la rifapomade. Si vous trouvez la rifapomade, c'est excellent chez le nouveau-né nourrissant. Ou allez, parce que toute la journée, il dort. Mettez une fois une goutte de rifapomade le matin, une goutte de rifapomade le soir et vous le laissez tranquille. Les gouttes, c'est surtout pour l'enfant qui reste éveillé et qui garde les yeux ouverts. Donc, chibroxine et fucitalmique, on va les réserver aux infections qui sont un peu plus sévères, porteurs de lentilles de contact, les abcès cornéens, pour éviter les résistances aux antibiotiques. Toujours l'éviction scolaire, le lavage des mains, les objets personnels et penser à la contamination manuportée. Pour les conjonctivites virales, si sur infection, vous donnez un antibiotique, donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, donnez un INS et pas de corticoïdes et puis faites surtout attention à la contamination. Il doit y avoir sûrement des personnes jeunes avec nous sur le chat. Donc, en 2003, il y a eu une forte épidémie de conjonctivite à adénovirus. Euh, J'étais résidente à l'époque et on voyait entre 1200, 1500 à 2000 patients jour. Et il fallait leur donner tous un arrêt de travail de 7 jours. Vous imaginez un petit peu l'impact sur la santé publique. Et donc, on s'est rendu compte que quand on donne un arrêt de travail à un patient, il va pas travailler, mais il en profite pour aller rendre visite à un malade. S'il a des choses à faire, il les font. Et donc après, on a arrêté de donner les Pyxops parce que finalement, tout le monde était malade, ça revenait au même. Voilà. Alors, pour les conjonctivites néonatales, la prévention en salle d'accouchement dès la naissance, c'est la rifamycine collyre, c'est ce qui est admis. Maintenant, si ce n'est pas disponible et que vous avez une forte raison de croire qu'il peut y avoir une contamination, utilisez la ciproxine ou la fucitalmique gel et vous pouvez utiliser le Vitabact, donc Vita comme vitamine, Bact comme bactérie. C'est un antiseptique, c'est pas un antibiotique, mais quand même, il a une indication FlyMMTER pour la prévention des conjonctivites néonatales. Le nitrate d'argent, qui est le KHOL, n'est plus utilisé parce qu'il n'est pas efficace sur tous les germes qu'on peut rencontrer. On enchaîne avec les strabismes. Docteur Bougam, c'est bon? Je continue? Oui, bien sûr. Enfin, on demande l'avis. Ça Oui. va? Normalement, c'est très clair, hein? Pas plus clair que ça. Mais un dictionnaire. Si, أنا شربت. أنا وليت شربت. D'accord. Oui. Une petite pause pour vous. Alors, allez-y pour votre question. Question, s'il vous plaît, Rouf. J'ai vu une question. Oui, c'est quoi la question? Allez-y. Les types de mouillants, اللي حطيتهم لكم Liposic, Artelac, Serolife, Sika Fluide, il y en a énormément, énormément qui sont disponibles. Conjonctivite allergique et virale, alors il n'y a pas de sécrétion allergique et il y a le prurite. Il n'y a pas de prurite viral. Il y a un syndrome grippal viral, mais quel syndrome grippal allergique? Euh, Voilà, à peu près, c'est les principales. Il y a l'adénopathie virale, mais quelle adénopathie allergique. Faites attention. Donc, je vous ai dit, la chibroxine, c'est fluoroquinolone. Si on peut les éviter, c'est l'idéal. Maintenant, entre fluoroquinolone et Tobrex, moi, je préfère encore un fluoroquinolone parce que quand même, il y a eu des cas de surdité chez des nouveau-nés à qui on avait donné des aminosides. Donc, vous faites attention à ça. La durée de conservation, vous allez la trouver sur vos notices. Mais en règle générale, aujourd'hui, on est passé à 1 mois d'antibiotiques, d'ouverture du flacon. Et les antihistaminiques, c'est jusqu'à 3 mois. La fucitalmique, l'acide fucidique, c'est excellent comme alternative. C'est quand même un antibiotique qui est puissant. Mais si vous avez de fortes suspicions, donc d'une infection du conjonctivite néonatale, la haja, vous pouvez le donner. Actuellement, alors il faut savoir, donc un petit mot, il faut savoir que les conjonctivites néonatales à l'heure d'aujourd'hui ne nécessitent pas normalement de prévention systématique en salle d'accouchement. À l'étranger, ce qu'ils font, ils vont vérifier, d'accord? Ils vont vérifier les antécédents maternels, les comportements à risque, le suivi de la maman avant l'accouchement. Si vous avez une maman qui a été suivie en PMI ou bien chez son gynéco, d'accord? Et vous savez qu'elle va bien, c'est pas la peine de faire la prévention. C'est un antibiotique inutile. Donc moi je dirais qu'il faut faire un bon interrogatoire pour les gens qui sont autour du bébé les premières heures après l'accouchement. S'il y a un risque, on donne un antibiotique. S'il n'y a pas de risque, on ne donne pas. Oui, malheureusement, j'ai vu ça, la tobramycine, c'est vraiment très grave. Entre les anti-allergiques avec ou son conservateur, quoi choisir?
le sans conservateur, la question ne se pose même pas. Maintenant, il y a des impératifs. Ça peut être la disponibilité du produit et le coût du produit. Donc, si vraiment vous voyez que le parent ne peut pas se permettre d'acheter du Nabac chaque mois ou il a du Zalergue, vous pouvez lui donner autre chose. Il y a aussi un autre antibiotique, mahatetouche, c'est l'azithère. C'est l'azithromycine en collyre. Alors, normalement, en Algérie, l'azithère, il est réservé pour le trachome. Et il n'est remboursé par la sécurité sociale qu'en cas de trachome. Cependant, l'azithromycine n'a aucune contre-indication. Donc, si les parents peuvent se permettre, vous pouvez remplacer la rifamycine par l'azithromycine. Allez, j'ai oublié de le marquer. L'azithromycine est un macrolide et c'est un antibiotique qui peut être donné donc, chez les enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants qui ont un larmoiement, et ça, c'est l'allergie, hein. Si vous avez le prurite, c'est l'allergie. Hadi ma fihash hadara. Il faut vérifier. Malheureusement, il y a énormément. Je dis malheureusement parce que moi, je ne suis pas pour avoir des animaux à la maison. Je vais me faire étriper par les gens qui sont pour. Mais quand vous avez des chats, quand vous avez des oiseaux, il faut faire très attention. Ça peut être une source de transmission des allergènes. Quand vous avez les petits cafards, hein, donc les tout petits cafards qu'on peut avoir parfois dans les cuisines et tout ça, ça aussi, c'est très allergique. L'allergie au froid, bon, je ne peux pas vous dire que c'est une allergie, ça va être une réaction mécanique au froid. C'est une irritation de l'œil, c'est pas une allergie. Il n'y a pas d'antigène, il n'y a pas de réaction antigène-anticorps. C'est une irritation mécanique de la cornée suite à la baisse de température ou un froid glacial, du vent, par exemple. Oui, voilà, c'est pour ça qu'en Algérie, l'Aziter, il est réservé, le remboursement offre la sécurité sociale que pour le trachome. C'est pour qu'on ne l'utilise pas beaucoup. N'utilisez plus le nitrate d'argent, Annie, je l'ai dit. Il a été retiré en 2008. Et si jamais vous l'utilisez et qu'il y a un problème, vous serez responsable devant un tribunal si jamais l'enfant y complique. Je pense qu'on passe au strabisme. D'accord. Libéré. Alors, pourquoi parler d'estrabisme? Parce que c'est très fréquent, c'est 5% de la population, ça touche la population jeune. Il y a un pronostic visuel qui est mis en jeu à cause de l'amblyopie, parfois un pronostic vital à cause d'une maladie sous-jacente. Il y a un préjudice esthétique qui peut être très important pour l'enfant. Donc, il y a des enfants qui sont malmenés dans les cours de récréation à cause du strabisme. Et il faut d'abord traiter l'élément sensoriel, ensuite aller vers la chirurgie. Donc, qu'est-ce qu'un strabisme? Alors, le strabisme, c'est une déviation de l'œil. Elle peut être unie ou bilatérale. La déviation, elle peut se faire donc de manière transitoire ou permanente, alternante. Elle peut être donc vers le nez ou vers la tempe. L'âge moyen, c'est vers 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est plus rare. Avant 3 ans, c'est plus grave. Et dans tous les cas, on va garder en tête que la fonction visuelle se construit au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge. À la naissance, l'enfant, il ne voit que les contrastes à les couleurs. C'est tout. Il voit rien. Il voit, oui, il strabisme, c'est 5% de la population. Donc, l'enfant, il chauffe les mouvements et le changement de contraste. Si vous ne lui permettez pas de voir, il va continuer à avoir de la même vision. Donc, la vision, ce n'est pas une compétence, c'est une acquisition. On doit la développer. Si maintenant vous avez un strabisme qui vous empêche de développer votre fonction visuelle, vous allez avoir ce qu'on appelle une amblyopie. Arrivé à l'âge de 15-16 ans, vous allez traiter le préjudice esthétique, mais vous ne traiterez pas l'amblyopie, ce sera trop tard. Alors, risque vital, bon, on va en revenir. Si permanent, on parle de ESO ou bien exotropie, donc c'est le mot tropie pour permanent. Et si c'est interminant, on parlera de phorie. Ça, c'est quand, si jamais on vous ramène les fiches médicales, par exemple des patients ou la haja, comme ça, vous pouvez vous orienter. Quand c'est une phorie, c'est intermittent. Parfois, l'enfant louche, parfois, il ne louche pas. Comment vous faites le diagnostic d'un strabisme? Très facile. Vous mettez l'enfant en face de vous. La difficulté, c'est d'avoir un enfant en face de soi. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et vous allez projeter votre torche lumineuse sur les deux pupilles de l'enfant et les reflets doivent centrer les pupilles. Alors, first case, vous avez une petite fille de 300 amenée par sa mère pour un strabisme bilatéral. À l'examen, vous avez cet aspect. Voilà, je vous laisse le temps de voir. Quel est votre diagnostic ou à quoi pensez-vous?
Alors, des propositions? Très bien. Autre chose? Donc, je vais vous dire pourquoi c'est plus grave avant 3 ans. Très bien. Alors, on revient vers la photo. C'est pas très évident, mais on les voit quand même. Ah, je ne sais pas si vous voyez mon curseur sur la photo. Vous avez le premier point lumineux, il est là, et le deuxième point lumineux, il est là. Donc, ils sont entre les pupilles. En réalité, cette fille n'a pas de strabisme. Elle a ce qu'on appelle les yeux mongoloïdes, et elle a un petit repli de peau au-dessus des yeux qu'on appelle l'épicontus. Alors, sachez que ça, c'est quand même rare chez nous, hein. La physionomie algérienne, on n'a pas vraiment cet aspect de visage. Mais on a parfois, voilà, avec cet aspect de paupières supérieures tombantes, il y a quelques enfants, hein, la preuve, vous allez les entendre, ah, il ressemble à un Chinois. Et ça, c'est très fréquent. Mais avec le développement du visage, vous allez avoir une amélioration donc de la situation des paupières. Donc là, il n'y a pas de strabisme, les reflets sont centrés. Il s'agit d'un épicanthus, c'est le petit repli de peau. Et donc là, la conduite à tenir, bah, elle est simple, hein. Vous dites à la maman qu'il n'y a rien, vous dites au papa qu'il n'y a rien, il faut juste patienter, surveiller la croissance, l'hypertélorisme du front va rentrer dans l'ordre et on va avoir une remontée de la base du nez qui va corriger donc cet aspect. Cas clinique numéro 2. Vous avez un garçon de 5 ans qui est amené par ses parents pour une prise en charge, et donc il y a un E qui a sauté ici, d'un strabisme unilatéral permanent. Donc l'œil, il est dévié toute la journée. Voilà la photo. Alors, quel est votre diagnostic? Vous penseriez à quoi en regardant cet enfant? Très bien. Strabisme convergent. D'accord. Strabisme convergent. Voilà. D'accord. Donc, on va aller regarder. Très bien. Donc, c'est l'œil droit. On va voir que l'œil est dévié vers le nez et il est permanent. Donc, ça va être un strabisme convergent de l'œil droit. C'est ce qu'on appelle une ésotropie. Quand c'est convergent, c'est une éso. Quand c'est divergent, c'est une exo. Exo pour extérieur. D'accord? Donc, c'est un strabisme convergent de l'œil droit. Il est unilatéral. Comme il est permanent, ça sera une ésotropie. Quel est le premier geste à faire? Qu'est-ce que vous feriez en premier chez cet enfant? Vous recevez un enfant qui a un strabisme, qu'est-ce que vous vérifiez en premier? L'acuité visuelle, excellent. Vous commencez par l'acuité visuelle et vous ferez ensuite votre fond d'œil. Donc, premier geste à votre niveau à vous, c'est l'acuité visuelle. Et donc, on va évaluer l'acuité visuelle et ensuite l'orienter, si on voit qu'il y a un problème, pour une prescription de lunettes. Alors là aussi, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Euh, alors, dans le monde, j'allais dire, de l'ophtalmologie, vous avez l'ophtalmologue, vous avez l'optométriste, l'opticien et vous avez l'orthoptiste. Alors, l'opticien, c'est celui qui est formé pour vous faire vos lunettes. Donc, lui, il traite le verre, il traite les lentilles, il peut vous faire des lunettes. L'orthoptiste, c'est un bac plus 3 et il est responsable de la rééducation des gens qui ont des problèmes dans la motilité oculomotrice. Donc, un strabisme, une phorie, ils sont responsables du suivi des patients et de la rééducation et de leur prescrire des lunettes. Maintenant, les optométristes, ce ne sont pas des ophtalmos et ils ne peuvent pas donner un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'optométriste? Il va venir seconder l'ophtalmo pour réaliser à la demande, sous la direction des ophtalmos, certains examens complémentaires. Il peut être amené à faire une OCT, un champ visuel, une topographie, mais bien sûr, il ne pourra pas l'interpréter et prescrire des médicaments. Et il pourra aussi intervenir dans tout ce qui est strabisme. Donc, vous faites attention quand vous orientez votre patient, chez qui vous l'orientez. Donc, c'est votre orthoptiste qui va suivre le patient qui a un problème de strabisme. Les parents vous apprennent que l'enfant porte déjà des lunettes. Ah, et c'est classique, hein. Quand ils rentrent chez vous en consultation, ils ne mettent pas leurs lunettes. Quand ils finissent, vous finissez la consultation, vous leur dites oui, mais là, il fallait qu'il. Non, ando déjà les lunettes. Et là, vous avez cette image après que l'enfant mette ses lunettes. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, si vous regardez la différence entre les... Voilà, excellent, c'est la disparition du strabisme. Donc là, on avait un strabisme sur l'image du haut. Dès qu'il met ses lunettes, il s'est amélioré. Il n'y a plus de strabisme. Et ça, vous allez voir, c'est le cas classique de ce qu'on appelle les strabismes accommodatifs. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il a une déviation parce qu'il a une hypermétropie et qu'il est obligé d'augmenter sa convergence pour voir de près. Donc, à force de converger, l'œil reste bloqué sur la position radique. Quand vous le soulagez, vous lui donnez des lunettes qui soulagent son hypermétropie, l'œil reprend sa place et le strabisme disparaît. Et là, vous allez dire aux parents, votre enfant va bien, il a juste besoin de lunettes. Et là, les parents, ils vont pas accepter. Ils vont vous dire, Anna, mon enfant, quand il enlève les lunettes, son œil dévie. Je ne veux pas qu'il ait de déviation. Ah bah tant pis. Vous n'allez pas opérer un enfant à l'âge de 6 ans ou à 7 ans alors qu'il va bien. Vous allez laisser l'enfant grandir et réévaluer la situation après. Pourquoi on va laisser l'enfant grandir? Alors, je reviens ici. Quand on parle d'hypermétropie, c'est un œil qui est petit. Avec la croissance, l'œil va s'allonger. On est d'accord? Et donc, l'enfant, il va devenir, on dirait, un peu plus myope. La myopie acquise par l'allongement du globe va compenser l'hypermétropie qui était chez l'enfant. Et donc, vous pouvez avoir une récupération, diminuer carrément la correction, voire par moment complètement guérir votre strabisme. Donc, si vous avez un enfant âgé qui dit chez l'ophtalmo, je suis pas content, quand il enlève ses lunettes, le strabisme réapparaît, il faut lui dire patientez, donnez le temps à votre enfant de grandir et dès que il ira un peu mieux, vous pourrez proposer autre chose à votre enfant. Alors, on va passer. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, à quel âge on opère? Alors, en général, on n'opère pas jusqu'à ce qu'on ait récupéré une excellente acuité visuelle. On n'est pas pressé d'opérer. On peut aller jusqu'à 6 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, j'ai opéré une fois une dame qui avait un strabisme à 65 ans, juste pour le caractère esthétique. Donc, vous prenez votre temps pour opérer votre patient. Cas clinique numéro 3, vous recevez un enfant de 18 mois qui est ramené aux urgences parce que les parents ont constaté une leucocorie, c'est-à-dire une pupille blanche, et un strabisme unilatéral. Alors, qu'est-ce que vous allez faire devant cet aspect? À quoi vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez éliminer comme diagnostic? Alors, excellent, c'est le rétinoblastome. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Donc là, c'est une urgence, c'est une tumeur. Donc là, c'est un rétinoblastome jusqu'à preuve du contraire. Et comme le rétinoblastome peut se compliquer de métastase, il ne faudra pas hésiter pour orienter le malade. Moi, ce que je dis toujours, quand vous recevez comme ça une suspicion de rétinoblastome, ما تقولوش روح غدوة. قولوا روح درك. Même s'il arrive à 1 heure du matin au service, on s'en fout. Le plus important, c'est que les parents comprennent qu'il y a une urgence. La particularité donc de cette tumeur, c'est que elle peut être héréditaire dans certains cas et donc elle peut être bilatérale pour les formes héréditaires. Là aussi, on pensera à regarder les autres membres de la famille, d'accord? Vous posez la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on fera une échographie pour vérifier le fond d'œil parce qu'il est inaccessible et on fera une TDM pour rechercher les calcifications rétiniennes. Donc, oui, c'est une urgence, hein, c'est une urgence vitale et là, il ne faut pas attendre parce que quand ils arrivent à ce stade déjà, on ne peut pas faire de traitement conservateur, on sera obligé de faire un traitement radical, donc de faire une énucléation complètement. Et donc là, on aura déjà perdu un œil avec le risque de bilatéralisation. Alors, on continue. Normalement, c'est le dernier cas clinique, si je me rappelle bien. Donc, on a un enfant de 8 ans avec des difficultés scolaires qui est ramené pour la constatation d'une déviation oculaire unilatérale permanente. Voilà l'aspect que vous avez. Donc, quel est votre diagnostic? Alors, voyons voir ce que vous proposez. Strabisme divergent et exotropie. Excellent. Là, on est face à une exotropie de l'œil droit. Voilà.
Qu'est-ce qu'on va rechercher face à une exotropie? Si vous faites par parallélisme avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour le strabisme accommodatif, pourquoi l'atteinte des muscles? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un enfant aurait une atteinte des muscles? Alors, atteinte neurologique, non. Donc là, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Comment distinguer une atteinte neurologique d'un strabisme? L'atteinte neurologique, c'est une paralysie. Qui dit paralysie dit immobilité du globe. Le strabisme, quand vous demandez à l'enfant de bouger les yeux, il les bouge dans toutes les positions. Et quand il arrête de bouger, l'œil reprend sa déviation. On appelle ça une déviation en position primaire. Quand vous avez une paralysie, l'œil ne bouge pas. Quelle que soit la position dans laquelle vous essayez de l'amener, vous lui demandez de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, vous allez trouver une position dans laquelle il ne bouge pas. Donc, la paralysie, l'œil ne bouge pas. Le strabisme, l'œil, il bouge, même s'il a une déviation. Alors, quand vous avez, voilà, une atteinte comme ça, toujours revenir à l'acuité visuelle et voir qu'est-ce qu'il a, à l'enfant. Les exotropies, elles se voient en cas de forte myopie unilatérale. C'est ce qu'on appelle les anisomyopies. L'œil, il est tellement myope, il est gros, les muscles sont relâchés, ils ne font pas leur travail. C'est un œil qui voit pratiquement pas et c'est comme ça qu'il va dévier. Donc là, on va proposer une correction. On ne peut pas donner de lunettes parce qu'on ne peut pas faire une différence de plus de 3 dioptries entre l'œil droit et l'œil gauche. Lequel a un œil normal qui mène à l'œil gauche et l'œil droit il est à -9, -10, on ne peut pas utiliser autre chose que des lentilles. On peut donner les lentilles aux enfants, il n'y a aucun problème. Il faut juste apprendre aux parents à les manipuler, hein. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut avoir une indication d'un traitement chirurgical? Oui, mais vous ne la ferez qu'après rééducation de l'amblyopie. Donc, mettez ça les lunettes, là, les lentilles. Je récupère mon acuité visuelle, je stabilise mon acuité visuelle. Et ce n'est qu'après ça que je propose le traitement chirurgical qui sera purement à titre esthétique. Alors voilà, qu'est-ce que vous retenez pour le strabisme? Chez le jeune enfant, donc plus il est jeune, plus il y a un risque qu'il y ait un rétinoblastome ou une cataracte congénitale derrière, c'est pour ça que c'est grave, et en plus, plus il risque d'y avoir des répercussions sur la fonction visuelle et l'installation d'une amblyopie. Ça, c'est la première des choses. On commence d'abord par la correction optique. Tant qu'il ne voit pas, ça ne sert à rien de traiter le strabisme. Donc, je lui donne d'abord ses lunettes, je vérifie son acuité, je fais la rééducation de l'amblyopie avec le pansement, je ferme l'œil qui voit pour obliger l'œil qui ne voit pas à travailler, et ce n'est qu'après que je propose la chirurgie. Un strabisme alternant, c'est un strabisme, hein. On le traite de la même manière, seulement il est de meilleur pronostic parce que le cerveau utilise les deux yeux et donc il y a moins de risque d'amblyopie. Le traitement chirurgical, il peut être proposé à n'importe quel âge. Les lunettes, elles se portent en permanence. Quand il ouvre les yeux le matin, il met ses lunettes et il ne les enlève pas jusqu'au moment de dormir. Mais quelles lunettes reposantes, lunettes juste d'accord? Mais quelles? Alors, pour le strabisme intermittent du nouveau-né. Alors, il faut savoir que chez le nouveau-né, ce n'est pas un strabisme, hein. C'est ce qu'on appelle la coordination. Donc, la coordination entre les deux yeux. هو ما عندوش coordination. Il peut faire bouger l'œil droit à droite et l'œil gauche à gauche par immaturité cérébrale. En général, 1 semaine à 10 jours, maximum 1 mois après la naissance, le cerveau devient mature et vous ne trouverez plus ce strabisme intermittent chez les tout petits. Est-ce que les Américains opèrent rapidement? En général, les Américains sont interventionnistes parce qu'ils veulent un résultat immédiat. C'est pour ça qu'ils opèrent. Mais vous allez opérer un œil qui ne voit pas, hein. Et en plus, quand on va rééduquer, on peut changer certaines choses, on n'a pas le temps de les discuter. On peut entraîner l'apparition de diplopie, on peut perdre même en fonction visuelle. Donc, vous recevez un enfant qui a un strabisme. Vous faites l'acuité visuelle, de loin, de près, sans et avec les lunettes. Vous mettez votre torche et vous vérifiez. Reflet pupillaire centré par la lumière, tant mieux. Vous avez le temps de l'envoyer chez un ophtalmo à l'aise. Reflet décentré, quelle que soit la position, à endresser chez l'ophtalmo en urgence. Vous confirmez une déviation. Et j'ai le malade, bain bli strabisme. Vous faites l'acuité visuelle, surtout s'il est petit, et vous l'adressez chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, hein. Pas l'opticien, pas l'optométriste, pas l'orthoptiste. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire le fond d'œil pour éliminer une pathologie sous-jacente.
Une fois que le fond d'œil a été fait, que l'enfant n'a pas de pathologie organique, que vous avez fait vos lunettes, rééduqué l'enfant, vous allez pouvoir lui proposer un traitement chirurgical qui peut être fait à n'importe quel moment, que ce soit en unilatéral ou en bilatéral. Et si je peux rajouter un mot, on doit faire un examen à la naissance pour rechercher les réflexes. Qui met les réflexes archaïques? Réflexe photomoteur, réflexe photomoteur, réflexe donc de clignement à la menace et le réflexe de poursuite oculaire. Ensuite, quand il va faire ses vaccins, à 9 mois, à 18 mois, à 2 ans, vous allez vérifier qu'il voit. À 9 mois et à 18 mois, vous faites la vision de près et à partir de 2 ans, vous faites la vision de loin. Un strabisme chez un enfant de 3 ans, de 3 mois, pareil. 3 mois, c'est fond d'œil obligatoire. Là, hada ma يسنى والو. Conduite à tenir chez un nourrisson de 3 mois qui a un strabisme, qui soit convergent, divergent, en hypertropie, hypotropie, vous l'adressez chez un ophtalmologue. Plus il est petit, plus il y a de risques qu'il y ait une maladie sous-jacente. Voilà, les strabismes convergents sont souvent associés aux hypermétropies, ils sont plus fréquents que les strabismes divergents qui, eux, sont associés à une myopie. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que le strabisme s'accompagne toujours d'une baisse de l'acuité visuelle? Non. Plus l'angle est important, mais plus la déviation est importante, plus le risque d'amblyopie est important. Plus l'enfant est jeune, plus le risque d'amblyopie est important. D'accord? Et quand c'est unilatéral aussi, le risque d'amblyopie est plus important. Voilà, j'espère que c'était satisfaisant pour vous, voilà, vous avez pu suivre malgré les aléas techniques. J'espère que Dr Gougam aussi a été pas mal. Est-ce Non, possible d'avoir ça l'enregistrement? vraiment, Yatek Saha, vraiment. Je voudrais terminer avec une question que je vais vous Oui, poser, si possible. على بالي oui, اللي بيحسك راح mais je profite puisqu'ils sont là tous. oui, Euh, brièvement, le oui. calendrier visuel et les consultations que le médecin doit donner, les dates de consultation que le médecin doit donner à la maman ou aux parents pour pouvoir contrôler régulièrement et à partir de quel âge déjà. D'accord. Alors moi, je dirais l'examen à la naissance, un examen à 9 mois au moment du vaccin, 9-10 mois. Ensuite, Pourquoi? un examen à l'âge de 2 ans. Et à partir de l'âge de 2 ans, ça va être un examen annuel. Examen annuel. Pourquoi? Alors, Voilà. On a l'examen déjà. Heureusement, c'est devenu obligatoire avant l'inscription en maternelle. Donc, t'as tahdiri. Donc, à 4 ans, l'examen, il est obligatoire. Donc, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, vous avez un examen avant l'inscription en entrée. première année primaire. Donc, obligatoire. Et après, les médecins d'hygiène scolaire, ils passent chaque an. Donc, moi, je dirais que les plus importants, c'est la naissance, il doit être bien fait. Par exemple, au moment de la vaccination BCG, ça, ce serait bien d'avoir un examen qui est fait à ce moment-là. Et à 9 mois, ça permet de détecter s'il y a un nystagmus, un strabisme, etc. Pour l'enregistrement, je pense que ça a été enregistré sur le Zoom. C'est individuel. Maintenant, si vous voulez, je vais vous mettre mon mail ici. Non, vous Euh, pouvez l'envoyer là rapidement. روحي وين كاين تحت لو شاك كاين سيزيغ لو ميساج il y a une flèche وكاين un petit fichier. carré Il y en كاين un a un petit fichier. carré Oui. Ouais, voilà ouais, ouais. تماك D'accord. ادخلي في Attendez, je vais الفيشي chercher où. وعطيه لهم. Ouais. Oui, oui, ça serait très Moi j'ai bien. pas osé parce qu'il faudrait que je vous demande d'abord. Non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me عم قال لك يا l'envoyer. ربي Attendez. يجازيك. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est ce qu'un médecin généraliste a besoin. C'est la pratique courante. Oui, moi, mon papa, il était médecin généraliste. Rabbi Yahmou, il est décédé en période Covid. Et c'était mon mentor au cours de mes études, tout ça.